Bonjour, bienvenue à ce nouveau rendez-vous des mardis de l'IRIS où j'accueille Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS. On va parler de Erdogan, de la Turquie et de son attitude par rapport à la fois au conflit russo-ukrainien et au conflit du Proche-Orient où il est à chaque fois un acteur relativement important dans les coulisses, mais même au premier plan de ces conflits. Alors, on a moins entendu parler de lui depuis quelque temps. Il a été réélu, il s'est installé. Peut-être tout d'abord, est-ce qu'il est de nouveau solidement au pouvoir en Turquie et est-il ou non fragilisé par la situation économique de la Turquie? Solidement installé incontestablement. On se rappelle qu'il a été élu il y a juste un an comme président de la République à nouveau, qu'il a une majorité absolue au Parlement turc, même si c'est au prix de partenariats et d'alliances avec d'autres partis. Le facteur d'affaiblissement, c'est la défaite qu'il a subie aux élections municipales du 31 mars. Alors amplifiée bien évidemment par la crise économique, mais j'ai lu beaucoup de commentaires à la suite de ces élections municipales qui indiquaient que c'était une véritable catastrophe, que c'était la fin de la présidence Erdogan. Pour ma part, j'ai un sentiment beaucoup plus nuancé. Il faut rappeler qu'il est donc président de la République, qu'il dispose d'une constitution qui est quasiment rédigée dans les fins de le maintenir au pouvoir. C'est un régime présidentialiste. Rappelons qu'il possède ou qu'il contrôle en tout cas environ 80% des médias et qu'une bonne partie de l'appareil judiciaire est composée de gens qui lui sont très proches. Donc c'est tout autant d'éléments qui lui sont évidemment favorables et je ne crois pas que son règne risque d'être écourté dans les mois à venir. Donc il est là pour quelque temps. Quel est maintenant, dans un premier temps, on le soupçonnait, on l'accusait d'être trop proche de la Russie, lui qui fait partie de l'OTAN. Ensuite, il a semblé prendre un tournant plus pro-ukrainien et les Russes ont été un peu déçus de son attitude. Où en est-il par rapport à ce conflit? Mais je pense qu'il n'a jamais été proche de la Russie. Il y a un partenariat avec Moscou, c'est incontestable, et peut-être c'est la vision déformée de la politique de Moscou dans les pays occidentaux qui, par ricochet, ont donné une vision déformée de la politique de la Turquie. Je rappelle que Erdogan, déjà en 2014, avait condamné très fermement l'annexion de la Crimée et qu'il y a 2 ans, en février 2022, il a immédiatement et sans aucune ambiguïté condamné l'entrée de la Russie sur le sol ukrainien, que dans les jours qu'on suivi, il a fermé les détroits, les fameux détroits du Bosphore et des Dardanelles, qui, je le rappelle, dans une situation de guerre, permettent à la Turquie de bloquer le passage de tout navire de guerre. Évidemment, c'est plus préjudiciable aux intérêts russes qu'aux intérêts ukrainiens. Donc cela ne signifie évidemment aucunement qu'il a rompu avec Moscou. C'est-à-dire qu'il a tenté et il a plutôt réussi sur certains dossiers de jouer le rôle de médiateur entre l'Ukraine et la Russie. Et cela, il l'a fait dès le mois de février, début mars 2022. Alors avec quelques succès, rappelons-nous par exemple en juillet 2022 l'accord sur les céréales, l'accord céréalier sous égide de l'ONU qui a été salué par tout le monde, mais je le rappelle, un an plus tard, cet accord n'a pas été reconduit, ce qui prouve qu'il peut avoir une influence sur Moscou, oui, incontestablement, et qu'en même temps, cette influence, elle est relative. Alors, il y a un plan de paix ukrainien qui demande de reconquérir tous les territoires perdus, non seulement depuis 2022, mais depuis 2014. Il y a d'autres plans de paix brésiliens, indonésiens, chinois, africains, qui insistent plutôt sur un cessez-le-feu immédiat. Comment se situe Erdogan par rapport à ces deux types de plans tout à fait opposés? Alors, Erdogan, dans un premier temps, en a beaucoup rajouté en disant que la Turquie allait parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine, allait parvenir à rétablir la paix. Je pense qu'il s'est un peu monté du col et en réalité, je crois que la Turquie sera un des États qui, je le souhaite, participera, à un cessez-le-feu, deux, à l'ouverture d'un véritable processus de négociation entre l'Ukraine et la Russie, mais ce sera un parmi d'autres. L'avantage de Erdogan, c'est qu'il a encore l'oreille et de Zelensky et de Poutine. Et finalement, au niveau international, il n'y a pas tant d'États que ceux-là qui soient dans la même situation. Donc il a un atout à jouer, mais ce serait bien présomptueux de sa part que de prétendre vouloir parvenir à rétablir la paix tout seul. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois qu'il faut bien comprendre
que si les relations avec Poutine sont assez fluides en réalité, et ma foi, ça peut constituer un atout, il y a quand même une méfiance sous-jacente chez Erdogan, parce qu'il est très inquiet qu'il puisse y avoir une sorte de mainmise russe sur la totalité de la mer Noire. C'est pourquoi d'ailleurs il avait condamné l'annexion de la Crimée, et c'est sur ce point qu'il peut avoir des intérêts communs avec l'Ukraine, dont je rappelle que les relations sont très bonnes. Zelensky est venu plusieurs fois en Turquie depuis les débuts de la guerre, qu'il y a des accords de coopération militaire et de fabrication d'armes, les fameux drones, entre autres, les drones turcs, qui sont fabriqués entre autres en Ukraine sous licence turque. Donc tout cela sont autant d'éléments qui peuvent faire de la Turquie un médiateur efficace, capable d'écouter les deux parties, et donc il a là un avantage incontestable par rapport à beaucoup d'autres pays qui sont extérieurs au champ de la mer Noire. Alors, deuxième conflit sur lequel il a pris des positions fortes, au point d'interrompre les relations commerciales avec Israël, alors que les relations entre Israël et la Turquie étaient denses. Il y avait même des autorisations de survol aérien pour l'armée de l'air israélienne. Là, c'est vraiment coupé. Il a vraiment choisi l'opposition ferme et nette à Israël. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Au tout début du conflit, dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, Erdogan avait une position plutôt mesurée. Il jouait le thème de la désescalade. Il voulait rappeler les deux camps à un peu de retenue. Et puis, il y a eu, très rapidement, c'était très exactement le 17 octobre, il y a eu l'épisode de l'hôpital Al-Ali avec ce bombardement qu'on a évidemment dénoncé. Et là, il y a eu une sorte de basculement de la part de Erdogan. Et il a totalement radicalisé son discours, tout d'abord, et son discours est très, très dur à l'égard d'Israël, qu'il traite d'État terroriste. Il n'a pas hésité à traiter Netanyahou de nouvel Hitler. Il a comparé l'intervention israélienne à la politique des croisés lors de la conquête de Jérusalem, etc., etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Et je pense que ce changement de pied, cette radicalisation de sa posture, elle correspond à la fois à des intérêts intérieurs, parce que clairement, en Turquie, il y a une sorte d'empathie quasi naturelle d'une très, très grande partie de la population turque à l'égard de la cause palestinienne, et cela ne date pas du 7 octobre. Il y a des intérêts régionaux, parce que Erdogan a parfaitement compris que les peuples de la région sont plutôt favorables à la cause palestinienne. Et surtout, il y a un enjeu international parce que Erdogan joue la carte de the West versus the Rest, c'est-à-dire qu'il dénonce le deux poids, deux mesures. Il considère qu'il est nécessaire de dénoncer la complicité objective des États occidentaux, mais en ayant cette posture, il se coupe de la possibilité de jouer un rôle de médiateur sur le conflit israélo-palestinien. Et on voit bien que ce sont le Qatar, l'Égypte, éventuellement la Jordanie, qui ont un rôle important dans les négociations, mais nullement la Turquie. Mais est-ce que la Turquie peut jouer un rôle de leader du reste alors qu'elle appartient à l'OTAN? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait d'être membre de l'OTAN et de se poser en champion du reste contre The West? Ah ben c'est sûr que c'est un problème et une difficulté pour lui, mais il l'assume totalement. C'est-à-dire que je pense, et je répète souvent, qu'en réalité, la Turquie est un exemple chimiquement pur du nouveau cours des relations internationales. C'est-à-dire que la plupart des États, notamment les États du Sud, ne raisonnent plus en termes d'alliance, mais seulement en fonction de partenariats ponctuels. Et la Turquie, au contraire, juge comme d'un atout de participer à l'OTAN, ce qui lui donne donc l'oreille des États occidentaux, ou membres de l'OTAN en tout cas, et d'autre part, il se pose comme un État du Sud, incontestablement. Donc c'est ce jeu de partenariat à géométrie variable en fonction de ses intérêts qui lui donne cette capacité de jouer sur tous les tableaux, mais avec les limites aussi de l'exercice. C'est-à-dire que parmi les États du Sud, eh bien, aucun n'est disposé à se ranger derrière la bannière de la Turquie. Et la semaine passée, il a fait un appel aux États musulmans pour qu'il y ait une position commune sur la guerre de Gaza. Pour l'instant, ça n'a été suivi par personne. C'est-à-dire que là aussi, Erdogan veut peut-être se faire un peu plus important qu'il ne l'est. Il a une importance objectivement, mais ce n'est pas lui seul qui pourra résoudre ni les problèmes en Ukraine, ni la guerre à Gaza. Quel est l'état de ses relations avec les pays du Golfe? On sait qu'il avait été d'une aide importante pour le Qatar quand il y a eu un blocus des Émirats, de l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il s'est réconcilié avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis?
C'est chose faite depuis maintenant plus de 2 ans, un peu plus de 2 ans, et avec les Émirats arabes unis et avec l'Arabie saoudite, dont on sait qu'effectivement il s'était opposé à propos de la volonté de ces deux derniers d'imposer un blocus au Qatar, et puis il s'était aussi surtout brouillé à la suite de ce qu'on a appelé les révoltes arabes de 2011-2012, où clairement le Qatar et la Turquie étaient dans un processus de soutien à ces mouvements de contestation, alors que les Saoudiens et les Émiratis les condamnaient. Mais c'est chose qui est maintenant derrière nous. Il s'est réconcilié de façon assez spectaculaire avec les Saoudiens et avec les Émiratis, entre autres d'ailleurs pour des raisons financières, parce que l'état de l'économie, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, de l'économie turque n'est pas au mieux de sa forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il est vrai que les Émiratis et les Saoudiens apportent des liquidités financières importantes pour l'économie turque. Il s'est aussi réconcilié avec un autre grand pays de la région avec lequel il s'était brouillé, c'est l'Égypte. Donc il y a un processus de réconciliation générale et Erdogan veut se poser comme celui qui est capable de discuter avec tout le monde, là aussi, avec une exception qui reste néanmoins avec la Syrie où Bachar el-Assad se refuse systématiquement à tout contact avec son homologue turc, Erdogan, tant que la Turquie aura des troupes au sol dans le nord de la Syrie. Merci Didier Billon. On y voit un peu plus clair sur l'attitude d'Erdogan par rapport aux deux conflits majeurs et au jeu qu'il essaye de jouer pour mieux défendre les intérêts de la Turquie, donc en jouant sur plusieurs tableaux à la fois. Merci Didier. Merci.